Donc bonjour à tous. Je viens vous parler d'une expérience que nous avons faite il y a 2 ans maintenant, qui a été de remonter Brundibár avec la maîtrise de Caen. En fait, quand on monte une œuvre comme Brundibár, beaucoup de questions se posent, car il ne s'agit pas de monter une œuvre comme toutes les œuvres, comme si on montait une œuvre de Beethoven ou de Mozart. Il s'agit de se poser la question de la place de cette œuvre dans l'histoire, pas seulement l'histoire de la musique, mais l'histoire tout court. Et de se poser les questions de la pertinence de monter une œuvre de ce type avec des enfants, en plus pour parler d'une période tragique. Monsieur Van der Maal nous a raconté l'histoire tout à l'heure de Brundibár, donc je n'y reviendrai pas. Par contre, je voudrais insister sur la façon dont l'œuvre est née. En 1935, Hans Krása, le compositeur, qui était un compositeur tchèque, mais qui était un tchèque allemand, c'est-à-dire qu'il avait été éduqué en allemand, rencontre le librettiste Adolf Hofmeister. Ils collaborent une première fois ensemble pour créer une pièce de théâtre de Hofmeister dans laquelle Krása ajoute des musiques de scène. Et comme leur collaboration se passe bien, ils décident de se présenter à un concours en 1938, un concours organisé par le ministère de la Culture et de l'Éducation tchèque. Et en fait, ils préparent l'œuvre, ils écrivent l'œuvre, et le concours n'a jamais lieu parce que la guerre approche, l'invasion allemande approche, et le concours est annulé. Néanmoins, l'œuvre existe, et en 1941, donc en plein pendant la guerre, dans un orphelinat juif, l'orphelinat juif qui se situait curieusement rue des Belges, à Prague, un chef d'orchestre, Rudolf Freudenfeld, qui était très mélomane et qui était le directeur donc, de l'Institut juif, parle de projets et notamment il se souvient de ce projet de Brundibár et demande à Krása s'il veut reprendre le projet. Et voilà que les enfants de l'Institut juif, qui étaient exclusivement des garçons, mettent en chantier l'opéra. Et l'opéra a bien lieu en novembre 1941, mais à cette époque, Krása est déjà déporté à Terezín. Alors que, curieusement, Hofmeister a été plus malin, j'allais dire. Il est parti en France et il finira la guerre en Normandie. Donc la première représentation a lieu sans la présence de Krása. Elle a lieu donc dans cet orphelinat juif de Prague. Vous avez là le portrait de Krása à droite, le portrait de Krása à droite, une photo de Krása à gauche, et en haut vous avez Krása et Hofmeister. Il y a un autre personnage qui était important dans la création de Brundibár, qui était l'architecte qui a fait les décors, qui s'appelait Zelenka, voilà. František Zelenka. Et Zelenka invente un dispositif assez ingénieux pour l'opéra. Vous savez qu'évidemment, il n'y avait pas beaucoup de décors, il n'y avait pas beaucoup de moyens pour monter des décors. Et donc, il va imaginer une palissade que vous voyez là, derrière laquelle les enfants peuvent se cacher, apparaître ou disparaître, les personnages les plus importants jouant devant la palissade. Et dans cette palissade, il y a un certain nombre de trous. On les voit sur une affiche. Voilà, on voit qu'il y a des trous dans la palissade. Et par les trous de cette palissade apparaissaient les 3 animaux qui aident Pepíček et Aninka à chasser Brundibár. Ensuite, les enfants de l'orphelinat juif sont déportés eux aussi à Terezín. Ils retrouvent donc, j'allais dire par hasard, Krása. Et au bout d'un certain temps, tout le monde décide de remonter l'opéra à Terezín cette fois. Ils n'ont pas la partition complète, ils n'ont qu'une partition piano-chant. Donc une piano-chant, ça veut dire que tous les instruments sont réduits sur 2 portées
avec le chant en plus. Et donc, notre ami Krasa refait la partition d'orchestre de mémoire en changeant quelques instrumentations en fonction des instruments qui sont présents à Terezin. Donc il y a l'apparition d'un accordéon, par exemple, qui n'était pas dans la première version. Et les représentations ont un succès incroyable après des répétitions qui sont assez mouvementées, parce que vous vous rendez compte que pour les enfants, la situation était abominable. Et les répétitions de Terezin, on en a des témoignages, sont des moments aussi où les enfants éclatent, si je puis dire, et sont extrêmement turbulents. Et néanmoins, le chef d'orchestre garde son sang-froid et parvient à ses fins. Et parmi les enfants qui jouent dans Brundibar, certains deviennent célèbres dans le camp, notamment Honsa, celui que vous voyez avec la moustache qui se trouve ici. Donc Honsa, c'était un gamin assez petit de taille, paraît-il. D'ailleurs, ça se voit. Et c'est lui qui a choisi de faire le personnage de Brundibar, qui était le mauvais, évidemment, de l'histoire. Et il s'est vraiment identifié à ce rôle, si bien que dans le camp de Terezin, on l'appelait Brundibar, on ne l'appelait plus par son nom. Et parmi les personnages importants aussi, vous voyez cette jeune fille qui est ici. Et cette jeune fille jouait le chat. Et elle s'appelle Ella Stein. Et si je dis elle s'appelle, c'est parce que Ella Stein vit toujours. Elle vit à New York. Et nous avons eu la chance de la rencontrer et de l'inclure dans notre spectacle quand nous l'avons fait à Caen. Ella Stein est une des enfants qui a fait toutes les représentations de Terezin. Et comme l'a très bien dit M. Vadormal, il y a eu 55 représentations jusqu'à l'époque, le 17 octobre, où Krasa est envoyé à Auschwitz et où le camp se vide progressivement de ses occupants, d'abord parce que les Allemands s'en vont et ensuite parce que les gens s'en vont aussi. Parmi les gens qui se trouvaient à Terezin se trouve aussi l'écrivain français Desnos, qui malheureusement est mort après la libération du camp je ne sais plus, c'est de la typhoïde, je crois. Mais donc qui était aussi curieusement dans ce camp de Terezin. Donc voilà la jeunesse de l'œuvre. Quand nous avons décidé de remonter l'œuvre à Caen, nous nous sommes posé les questions de l'histoire de cette œuvre et de la façon dont il fallait inclure ce projet dans un projet plus vaste. Donc les partenaires du projet étaient évidemment le Conservatoire de Caen et le Théâtre de Caen, qui sont les deux tutelles de la maîtrise que je dirige. Le service de médiation du théâtre, donc, qui est le service qui permet à des personnes de participer de près ou de loin à un spectacle. Également l'orchestre de Normandie qui était, j'allais dire dans la fosse, mais en fait nous étions plutôt sur scène. Les âmes, qui est une école d'art plastique qui a collaboré à faire les décors. Et surtout maintenant le mémorial de Caen. Vous savez que Caen est une ville qui a été fortement bombardée pendant la dernière guerre mondiale et la municipalité a construit un musée qui s'appelle le Mémorial, qui réfléchit sur toutes les actions, tout ce qui s'est passé autour de la guerre, non seulement dans des questions militaires, mais également pour tout ce qui concerne la Shoah et le sort des Juifs pendant la guerre. Et enfin, nous avons pu travailler avec justement la Fondation française pour la mémoire de la Shoah et l'UNESCO. Donc notre projet était vraiment de faire quelque chose qui dépasse la simple représentation de Brundibar. Donc autour de cette représentation, nous avons fait un certain nombre d'actions avec des enfants des écoles de Caen et avec des groupes de jeunes et d'adultes. Il y a eu des visites du théâtre, des visites du conservatoire où nous demandions aux enfants de participer à des répétitions de la maîtrise, des visites du mémorial pendant lesquelles nous avons pu rencontrer d'anciens déportés ou d'anciens résistants,
Il y a eu aussi un atelier d'affiches, donc on demandait aux enfants de concevoir des affiches pour Brundibar. Il y a eu un atelier de court-métrage qui a donné lieu, si j'ai le temps, je vous en montrerai un extrait, à un petit dessin animé sur la résistance et sur les enfants juifs pendant la guerre. Il y a eu un atelier de bande dessinée qui était aidé chaque fois donc, par des artistes professionnels. Et il y a eu une séance jeune public qui était réservée aux enfants de Caen qui avaient participé à toutes ces actions. En ce qui concerne maintenant le programme, le projet proprement dit, avec le metteur en scène, nous nous sommes posé la question de comment présenter l'œuvre sous une forme qui permette à toutes les personnes présentes de remettre cette œuvre dans le contexte. Et donc le procédé utilisé par le metteur en scène a été celui du flashback, c'est-à-dire que nous commencions plutôt le spectacle avant Brundibar par ces scènes dont vous voyez une image pour le moment, qui est donc où on racontait ce qui s'était passé en quelque sorte avant 1942-43. Donc là vous voyez une scène où une jeune fille, censée représenter la jeune fille qui revit le spectacle, voit sa grand-mère arriver. Donc ce prologue se faisait également en musique, et les musiques que nous avions choisies étaient des musiques d'un autre compositeur qui a été déporté à Terezin, qui s'appelle Pavel Haas. C'était un quatuor de Pavel Haas qui est absolument un chef-d'œuvre. Voici les deux personnages principaux, Aninka et Pepíček, qui étaient joués par deux garçons, comme à la création à Prague. Et donc voilà, il y a un garçon qui a accepté de se déguiser en fille, ce qui n'était pas évident au départ. Voici la distribution de lait, la fameuse distribution de lait dont M. Van der Waal parlait tout à l'heure aussi, donc où le laitier va refuser à Pepíček et à Aninka de donner du lait pour leur maman. Le personnage de Brundibar posait évidemment question parce que on sait très bien que pendant les représentations, Brundibar représentait l'oppression, et notamment l'oppression allemande, bien sûr, l'oppression des SS. Et c'est pour ça que le personnage et ses acolytes étaient représentés en noir avec des habits de SS. Et donc la difficulté était de montrer une réalité, ou plutôt un spectacle qui s'approchait de la réalité, mais sans être la réalité. Et vous voyez un grand ballon rouge. Le ballon faisait partie aussi de la symbolique de ce spectacle, puisque vous voyez qu'il y avait une espèce d'envolée de ballons qui pouvait représenter à la fois les cheminées des chambres à gaz, mais qui était aussi qui pouvait aussi symboliser l'espoir des enfants et l'espoir d'un monde meilleur. Et Ella Stein nous avait beaucoup aidé en nous donnant le nom de tous les survivants dont elle se souvenait. Elle se souvenait de plusieurs dizaines de survivants. Et donc, à un moment du spectacle, un garçon, vous voyez là tout à fait sur la gauche de l'écran, crevait les ballons qui correspondaient aux enfants qui avaient été assassinés par les Allemands. Et bien sûr, voici Ella Stein, qui nous a tant aidé pour ce spectacle et qui a participé à ce spectacle. Je voudrais maintenant vous montrer quelques extraits du spectacle. Alors je dois changer. Voilà, je reviens là et je vais essayer de vous montrer quelques extraits du spectacle et vous les commenter. Alors, voilà. C'était le début du spectacle, donc il se passait dans un appartement et on entrait progressivement. Je vous passe le générique. Donc ça, c'était le personnage qui représentait la vieille dame qui se souvient de son passé. Voilà, elle retrouve son étoile juive. Le spectacle était très sombre au début, donc vous allez... Oui.
vous voyez quand même un petit peu. Voilà. Et la musique que vous entendez en fond, je vais mettre un peu plus fort. Voilà. Ça, c'est la sublime musique du quatuor de Pavel Haas. Alors, comme vous le voyez aussi, l'orchestre était placé sur scène, ce qui n'était pas sans poser des difficultés évidemment pour coordonner le spectacle, puisque en tant que chef d'orchestre, j'étais dos au spectacle qui était dirigé par l'intermédiaire de caméras. Voilà, en fait, la petite fille symbolise la vieille dame, mais jeune, et elle va revivre son histoire, l'histoire de sa jeunesse. Je vous montre le spectacle un peu plus loin. Alors, oui, vous voyez ici les fameuses images que vous avez déjà vues plusieurs fois cet après-midi, les représentations de l'opéra Brundibár à Terezín, mais qui étaient, je vais essayer de mettre un tout petit peu avant, qui étaient vues sur des draps en fait, que tenaient les enfants. Ensuite, un autre moment fort du prologue était le moment où on symbolisait l'entrée dans les camps. Je vais vous le montrer. Vous allez voir la symbolique à partir de lits donc, qui apparaissaient durant tout le spectacle. Les lits se transformaient en sorte de wagons. Les prisonniers descendent du lit, du wagon en fait. Je vais un petit peu plus loin, au début de l'opéra, proprement dit. Voici le petit Pépichet, son père parti pour la guerre.
suite. Je vais passer tout de suite à la fin du spectacle pour vous faire réécouter la fameuse marche que M. Van Dormael vous a fait écouter en anglais. Cette fois-ci, ce sera en français, évidemment, puisque vous avez entendu que le spectacle était en français. Oui, il y avait ce passage-ci qui était très beau aussi, où les enfants amenaient tous une bougie en début de plateau pour symboliser justement l'espoir et la vie. Et là, je fais un petit insert aussi, parce qu'en fait, dans la version première, la version de Prague, le texte que vous avez entendu n'était pas le même. Il disait « Celui qui aime sa patrie, qu'il vienne jouer avec nous », et pas celui qui aime la liberté, qui vienne jouer avec nous. Donc il y a eu un certain nombre de petits changements qui ont été faits comme ça, qui montrent bien combien les enfants, comme les concepteurs de l'œuvre, avaient remis l'œuvre dans le contexte de Térétsyne, et pour qui cette œuvre était vraiment un espoir de rédemption. Donc dans notre spectacle, contrairement à ce qui est dit dans le texte, l'opéra n'était pas fini, et elle est sur cette fameuse scène où on allait crever les ballons, et scène que voici. Voilà. Et donc le ballon d'Ella Stein n'est pas crevé, puisqu'elle vit toujours,
Et donc, ensuite, on la voyait d'abord sur écran. La voici. I have to tell you that we were one of the first people that we came to Teradin with children. So I have to say that I was one of the first children to come to the barrack. They called my mother to the Gestapo, and they gave us a couple hours to leave. And they said till 6 o'clock we have to cross border. Otherwise, they said to my mother in German, auf Wiedersehen in Dachau. So we came around 6 o'clock to the border to cross to Czech Republic. It was already November, you know, very cold weather, snow with rain, and I started to cry. Mommy, let's go back home. Now the soldiers on the border, or he understood, or he had a little feeling about me, but I was crying to go home. And he said, schnell, fast. And we crossed the border. We were separated. When we came, little by little, the transport started to go. This was unbelievable, unbelievable for me that how many people we will live in this little room. And this was a room that the other people were coming through, so it had to be free. So in our room, we were singing a lot. And so we were 3 girls that she led us to go to try out for Brundibar. I was chosen when I was singing La La La, and they said, and you be the cat. So I say, you know, the music, the lessons what we learned in Brundibar. Look what the opportunity the children have to learn so much. We didn't have all that equipment to, you know, but I remember that architect Zelenka brought from National Theater something like a heavy crayon, and he had a name in Czech. I remember the name. This was makeup. And he let us kids to touch our nose or something, and we were so proud that we were like from National Theater to putting on makeup, you know. And everybody was in good mood, you know. You never heard children that they would complain or so. They were so happy to do everything what was told that they should do. To be without a star was part of our freedom, not to be marked, to be free, and to sing, and to be recognized as human beings. Not like they thought that they can make out of us animals with no feeling and nothing, you know. So when I say today this is my lucky star, I can wear it anytime. I'm not ashamed of it that I'm Jewish. So, you know, there are moments that you think that it will never happen again, and that
you hoping and doing everything to remember those people that they were, and especially children. I think that 1.5 million Jewish children that they were murdered is a horrible thing to think about who those children were. They were talented, they were children that they could have given so much to this world today. They are not here, but we should remember them. We should not forget them, that they were murdered for no other reason than only because they were Jewish. I say Brundiva, the picture that we did with Friedel, and the poems, that this is the most special thing what is left after the children of Terezi. You and I, and we are friends. And you and I, and we love each other. In Terezin we met. Friends in need, hand in hand. And you and I, friends we still be. And you and I shall never forget. So I hope also you will remember my friend. Et donc à ce moment-là, Ella apparaissait sur scène. Vous allez la voir apparaître derrière l'écran. Le spectacle se terminait par les 2 chansons d'Ilse Weber que vous avez pu entendre tout à l'heure. C'est un hasard, mais c'est forcément que ce sont des belles chansons. Donc, lorsque M. Van der Maal vous les a passées, vous avez entendu ce témoignage qui était encore une fois un témoignage extrêmement précieux et émouvant. Mais je voudrais terminer cet exposé par des paroles de Josa Karas, qui écrit un livre sur la musique à Terezin, qui est le livre de référence sur le sujet. Et les voici, et ce sont des choses qui m'ont guidé dans mon travail. C'est à travers ces enfants qu'une nation se perpétue. Anéantissez-les et, en l'espace de quelques décennies, cette nation ne fera plus l'objet que de quelques paragraphes dans les livres d'histoire. Je crois à nous, et c'est ce que j'ai essayé de faire lors de ce spectacle, à nous de faire qu'il n'en soit pas ainsi et que nous puissions toujours perpétuer cette horrible chose qui a été l'Holocauste, en parler, la faire partager et si possible la faire partager à travers l'art qui permet aux enfants de transcender ces expériences et de voir les choses, de mieux les comprendre sans doute et de les voir d'une façon positive. Merci de votre attention.